Bienvenue dans notre émission Embarras sur Alliance 92, comme tous les mercredis qui se respectent sur notre onde 92.00. Et nous recevons pour notre émission de ce jour le directeur général du Bianco, en la personne de monsieur Jean-Louis Ndiamfidi. Bonjour. Bonjour. Oui, écoutez, depuis le temps qu'on a voulu vous avoir ici sur Embarras, voilà, c'est arrivé ce jour. Pendant un certain bout de temps quand même, on a entendu parler de l'institution. Mais cette année 2017, il y a eu vraiment, pourrait-on dire, un réveil ou une prise en main? Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation, parce qu'effectivement, c'est une occasion pour nous, Bianco, de se faire connaître, notamment en ce qui concerne nos activités, nos actions, dans le cadre de la lutte contre la corruption à Madagascar. Je tenais aussi à présenter mes salutations à tous les auditeurs de l'émission Embarras, et je suis très ravi et très honoré d'être là avec vous pour discuter un peu de la lutte contre la corruption à Madagascar. Vous savez que la corruption est vraiment un phénomène qui suscite beaucoup d'interrogations dans notre société, parce que pratiquement on rencontre cette pratique dans tous les secteurs des services publics. Et c'est par rapport à ça qu'il a été donc mis en place le bureau indépendant anticorruption en 2004, afin de nous permettre aussi de remplir nos engagements dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui impose donc à chaque pays membre de mettre en place cette structure indépendante. Je précise bien que la Convention exige que la structure qu'on doit mettre en place dans chaque pays membre doit être indépendante. Est-elle? Cette structure est-elle, si l'on part de Madagascar? Donc c'est le Bianco. Le Bianco est la première structure qui a été mise en place dans le cadre de la mise en œuvre de cette Convention. Et après la mise en place de cette structure, il a été initié donc la conception d'une stratégie nationale. Et cette stratégie nationale a été donc mise en œuvre depuis 2004 jusqu'en 2009. En 2009, il s'est passé ce que vous savez déjà. Il y a cette crise qui a tout chamboulé et qui a fait que la lutte contre la corruption à Madagascar a reculé. On a reculé. Mais après la crise, après la reprise de la vie politique dans le cadre de la légalité, on a donc pensé qu'il est nécessaire. Il est nécessaire de concevoir une autre stratégie qui devait nous permettre de surmonter donc ce retard, ce recul, afin de nous projeter dans un avenir beaucoup plus efficace. Et cette nouvelle stratégie a été donc adoptée par le pouvoir en 2015. Donc c'est en septembre 2015 qu'au Palais Diavoulou, le président, avec tous les membres du gouvernement, a donc accepté la mise en œuvre de cette stratégie. Et à partir de cette stratégie, le système anticorruption à Madagascar, c'est-à-dire le Bianco, le SAMIFIN, le Comité pour le sauvegarde de l'intégrité et le ministère de la Justice, se sont attelés à concevoir les cadres législatifs, tous les cadres juridiques qui sont nécessaires pour la mise en œuvre donc de cette nouvelle stratégie. C'est ainsi qu'on a rénové la loi 2004 sur la lutte contre la corruption à Madagascar et on a donc adopté, promulgué donc une nouvelle loi en 2016, la loi 2016-020, qui est le cadre légal de la lutte contre la corruption à Madagascar. Donc il y a un certain nombre d'innovations qui ont été prises par rapport à cette nouvelle loi et je ne peux pas les citer tous ici, mais la plus importante concerne donc la mise en place d'une stratégie sectorielle. Donc à partir de cette nouvelle loi, c'est là que le Bianco a pu être vraiment très effective à travers ses actions, ou sa mission. Oui, tout à fait, parce que c'est justement pour cette raison que il a été initié donc ces réformes, les différentes réformes, et notamment cette loi qui a donné beaucoup plus de capacité
au bureau, non seulement dans le cadre de ces interventions, mais aussi dans le cadre de l'application de la loi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Bianco intervient dans 3 volets. D'abord, le volet éducation de la population à refuser la corruption. Dans le volet prévention, c'est-à-dire prévenir les corruptions, toutes les opportunités de corruption. Il en est ainsi donc de cette stratégie sectorielle qui est en fait la concrétisation de cette mesure de prévention de la corruption. Et il y a le 3e volet, c'est l'application de la loi. C'est par rapport à ce dernier volet que le commun des mortels connaît beaucoup plus le Bianco, parce que c'est une application de la loi que on se fait connaître beaucoup plus. Mais je pense que la principale activité du Bianco consiste vraiment à la prévention de la corruption. Vous travaillez avec la société civile? Tout à fait, tout à fait. On travaille avec la société civile dans le cadre de cette prévention, non seulement avec la société civile, avec les médias, parce que le média joue un rôle très important dans la sensibilisation de la population. On travaille aussi avec l'État, avec les gouvernements, avec le ministère de l'Éducation nationale surtout. On a un certain nombre de conventions avec le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de cette éducation de la population et aussi dans le cadre de la prévention de la corruption. Dites-moi, c'est vrai que c'est une structure qui est présente un peu partout dans le monde, surtout ici en Afrique, mais est-ce que pour Madagascar, le cas de Bianco, l'on parle, une structure est-elle écoutée par nos gouvernants déjà? Là, vous posez quand même un problématique assez important, parce que pour pouvoir réussir une lutte contre la corruption dans un pays, il faut qu'il y ait une synergie d'action entre tous les acteurs qui sont impliqués. Donc, transversalement qu'horizontalement. Tout à fait. Ouais. Donc il y a une synergie d'action qu'on devrait faire pour qu'on puisse avoir des résultats positifs. Et il est très primordial qu'il y a cette synergie entre l'État et toutes les institutions qui œuvrent donc dans la mise en œuvre de la stratégie de la lutte contre la corruption. Est-elle effective alors? Là, il y a un certain nombre d'indicateurs qui permettent donc de voir qu'il y a une certaine implication de l'État dans la mise en œuvre de la stratégie. Effectivement, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qu'on doit encore améliorer par rapport à cette forme de collaboration. Mais l'important, c'est que chaque partie a cette volonté, d'abord, de lutter contre la corruption, et ensuite cette volonté de collaborer, de mettre en commun leurs actions pour aboutir à un résultat beaucoup plus meilleur. Entre intention et effectivité, quand même, il y a une différence alors. Où est-ce que vous en êtes? Écoutez, c'est un peu compliqué parce que lorsque on se réfère à la réussite ou la non-réussite de la lutte contre la corruption dans un pays, on évoque assez souvent le manque de volonté politique, ce qui peut se traduire par diverses façons. Par exemple, le fait de ne pas octroyer des moyens suffisants à une agence anticorruption peut manifester un manque de volonté politique. Mais il y a aussi donc d'autres engagements qui pourraient donc être interprétés de la sorte. Mais je pense que chacun a sa façon de voir que ces manquements ou ces insuffisances peuvent constituer une volonté politique. Mais ce que je voudrais quand même mentionner, c'est que Madagascar, je crois, et je peux constater par rapport aux autres pays africains, que j'ai eu l'occasion de fréquenter dans les dirigeants de ces organes anticorruption dans les pays d'Afrique, que j'ai eu l'occasion de fréquenter par rapport à la conférence internationale que j'ai eu l'occasion de participer aussi, je peux vous affirmer que Madagascar a vraiment les meilleurs systèmes dans la lutte contre la corruption en Afrique. Nous avons l'un des meilleurs systèmes de mécanismes de lutte contre la corruption en Afrique. Mais par rapport à nos lois surtout? Par rapport à nos lois, surtout par rapport à nos lois. Moi, je peux vous quand même donner un exemple par rapport à cette performance législative. Si on se réfère à la nomination du directeur général du Bianco, qui devrait être une personne indépendante de toute interférence extérieure.
Donc notre loi avait permis de mettre en place un dirigeant de l'organe anticorruption dans un processus qui fait que son indépendance est quand même garantie dans l'exercice de sa mission. Pourquoi? Parce que la loi avait prévu que le directeur général du Bianco sera nommé sur une liste de 3 noms proposés par un comité ad hoc qui avait procédé la sélection après un appel à candidature. Ce qui fait que le président actuel n'avait pas aucune relation, que ce soit politique ou autre, avec le directeur général, mais on lui a présenté la liste et il a donc désigné la personne qui était dans la liste. Là, je crois que c'est vraiment une avancée. C'est vraiment une avancée dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est que beaucoup de pays africains, beaucoup de dirigeants africains n'ont pas pu faire. Et c'est-à-dire que justement à travers cette force donc de structure, ce qui a permis quand même, à travers aussi des dossiers, parce qu'il y a un process quand même pour arriver chez Bianco, c'est-à-dire que c'est cela qui a pu au Bianco d'aller de l'avant, si l'on parle du cas de Madame Claudine Rezé-Mahmoud? Écoutez, je pense que ça faisait partie des facteurs qui nous a permis donc d'aboutir à ce résultat. Pourquoi? Parce que pour faire cette enquête, pour avoir pu faire ces investigations, il nous a vraiment fallu donc oser. Vous avez affronté? Tout à fait. Il fallait l'oser. Donc, en s'assurant de toutes les garanties que la loi nous donne. Donc, on est vraiment conscient qu'on est en mesure de le faire. Dans le cadre de la légalité, quels que soient les obstacles. Et c'est par rapport à ça donc qu'on a pu donc quand même avancer dans ce dossier. Mais ce dossier n'est pas encore clos. Oui, tout à fait, parce que lorsque dans la procédure, il est prévu donc que le Bianco ne se charge que des enquêtes préliminaires. Le Bianco n'est pas un organe de poursuite, c'est un service d'enquête. Donc, après avoir terminé les investigations, les enquêtes préliminaires, on transmet les dossiers au niveau de la juridiction, du parquet, de la chaîne pénale, qui est l'organe de poursuite. Donc, il appartient donc par la suite aux magistrats de la chaîne pénale de poursuivre les instructions qui s'imposent par rapport à l'état du dossier qu'on avait pu donc faire. Mission première, c'est prévention. Et là, votre mission s'arrête aussi par rapport à un cas comme tel, aux enquêtes préliminaires. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un non-satisfacite de votre part, puisque vous avez le dossier en main et là, vous savez la suite, alors que votre mission s'arrête là? C'est pas une frustration quand même, quelque part? En fait, c'est une question de choix de système, parce que il y a donc cette option qui devrait permettre de faire ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais nous, notre système judiciaire fait qu'il y a des organes qui sont chargés tout simplement des enquêtes, de faire des investigations, et d'autres organes qui sont chargés de la poursuite et des autres entités qui sont chargées du jugement de l'affaire. Donc c'est cette séparation d'attribution qui garantit beaucoup plus donc la sécurité des justiciables, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui font l'objet de notre enquête ne sont que des présumés. Pour vous, ce sont encore que des présumés? Que des présumés, ce ne sont pas des personnes qui sont coupables. Donc, ce sont des présumés coupables. Donc, il appartient donc à chaque entité concernée de faire en sorte à ce que nous avons fait, ce que nous avons enquêté, constitue plus tard une infraction et que cette infraction soit réprimée par d'autres organes. Donc je pense que pour le bon fonctionnement des institutions et du système, il est nécessaire qu'il y ait cette séparation d'attribution. Mais la réforme qu'on envisage de faire et qui va être mise en place plus tard, c'est un pôle anticorruption. Il y a un texte qui avait été aussi promulgué l'année dernière sur les pôles anticorruption, qui sont des institutions spécialisées à la lutte contre la corruption. C'est peut-être un peu les failles de la dernière structure
la chaîne pénale anticorruption parce qu'elle n'a pas été vraiment instituée pour vraiment faire face à ces catégories d'infractions qui sont assez particulières de par les personnes qui sont impliquées. Donc, dans ce pôle anticorruption, il a été donc mis en place aussi un mécanisme qui permet de sécuriser non seulement les acteurs de cette institution, mais aussi donc de sécuriser aussi donc les personnes qui sont s'user de ces institutions judiciaires, mais aussi de sécuriser aussi donc cette structure par leur performance, en donnant donc une formation suffisante et nécessaire à tous les acteurs de cette nouvelle institution anticorruption. Mais il y a aussi d'autres sujets, pour ne pas dire dossiers. Par exemple, tout dernièrement, vous avez sorti des avis de recherche sur des personnes aussi qui ont des dossiers. Donc, ça a été d'ailleurs divulgué publiquement. Mais est-ce à dire que si c'est des cas comme tels, si c'est des personnes ont quitté par exemple le pays, même si on parle d'enquête préliminaire, est-ce que vous travaillez avec d'autres institutions à l'extérieur pour collaborer sur la chose? En fait, je ne voudrais pas parler de beaucoup de dossiers de procédure parce que... Mais il y a des partenariats quand même avec l'extérieur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce que je tenais aussi à souligner, c'est le fait que lorsqu'on est saisi du dossier, on va essayer de le traiter en toute équité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines valeurs, des principes qui régissent donc les activités du Bianco et surtout qui régissent tous les personnels du Bianco, entre autres donc le respect de l'égalité de tous devant la loi. Donc par rapport à nos actions, on ne cible personne. On fait nos enquêtes par rapport aux dossiers qui nous sont parvenus, par rapport aux infractions que nous avons pu constater ou qui auraient été dénoncées auprès de notre agence. Donc on essaie d'être très objectif par rapport à nos activités. Mais effectivement, vous avez raison que lorsqu'il s'agit donc d'une infraction transnationale, donc il est nécessaire et même indispensable qu'on travaille avec d'autres agences anticorruption à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on assiste régulièrement à ces conférences des autorités anticorruption dans le monde pour essayer donc de tisser cette relation de travail. Mais dans le cadre de notre réforme aussi, dans la mise en œuvre de la stratégie nationale, il a été donc aussi prévu de concevoir un texte sur la coopération internationale. Oui. C'est un texte qui est maintenant en cours d'adoption au niveau de l'Assemblée, au même titre qu'un projet de loi sur le recouvrement des avoirs frauduleux. Donc ce sont deux instruments juridiques qui devraient améliorer donc notre performance à l'échelon international. Mais vous avez tout à fait raison que lorsque on a affaire à des délinquants de haut niveau, donc les faits ne restent pas seulement dans notre territoire, dans notre frontière nationale, ça dépasse nos frontières. Donc effectivement, si on ne dispose pas déjà de ces deux instruments juridiques que je viens de mentionner tout à l'heure, et si on n'essaie pas aussi par la suite de le mettre vraiment en œuvre, on risque d'avoir des problèmes où on ne risque pas d'avoir des résultats par rapport à ces... Ce sera peine perdue. Ce sera peine perdue. Et là, je profite pour parler aussi donc d'un acteur de la lutte contre la corruption qui est le SAMIFIN. Oui, exactement. Donc, c'est un service de renseignement financier qui nous aide beaucoup en analysant donc les flux financiers, en analysant les mécanismes de blanchiment que peuvent faire donc certains délinquants. Donc, par rapport à leurs investigations, ils nous donc donnent des éléments qui vont nous permettre de procéder à des investigations et des enquêtes contre certaines personnes. Et de même, lorsque on a besoin d'informations d'autres services financiers, donc on va recourir au SAMIFIN. On va demander au SAMIFIN de contacter donc leurs homologues
étrangers pour que nous puissions avoir les informations qui nous sont nécessaires. Convention, partenariat, accord, enfin les mots sont nombreux pour le désigner. Pour les concours, si on parle par exemple les concours à la gendarmerie, concours à l'ENAM et tout cela, mais c'est quoi votre mission durant? Qu'est-ce qu'on vous demande à ces moments-là, quand vous signez? Qu'est-ce qui est écrit dedans? En fait, vous savez que dans le cadre de la lutte contre la corruption, il y a cet adage qui dit que mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est par rapport à cette vision qu'on essaie donc de prévenir ces pratiques de fraude ou de corruption dans le cadre des concours administratifs. Dans le cadre des concours administratifs, pourquoi? Parce que nous estimons avec l'État que c'est là que la corruption ou la fraude peut causer d'énormes préjudices à notre pays. Pourquoi? Parce que ce sont les futurs cadres de l'État. Si au cours de leur entrée dans la fonction publique, ils pratiquent déjà donc la corruption, donc on est à peu près sûr que plus tard, ils vont essayer encore de faire la même chose dans le cadre de leurs activités professionnelles. Donc, nous avons estimé, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale, qu'il faut maîtriser ce phénomène. Et le Bianco, depuis 2014, a commencé donc à intensifier donc les mesures pour essayer de sécuriser les concours d'entrée dans la fonction publique. De quelle manière? Sécuriser de quelle manière? Il y a un certain nombre de procédures qui sont prévues dans le cadre de ces conventions. Il y a une annexe de la convention qui décrit donc toutes les mécanismes de sécurisation que toutes les parties prenantes devront respecter. Si je prends l'exemple, par exemple, le fait qu'il devrait y avoir une double correction, que les données devront être cryptées, les sujets devront être cryptés, qu'une copie du bordereau de notes devrait être remise au Bianco et que toutes les feuilles de copie seront sécurisées dans un coffre dont les clés sont détenues par le Bianco, le président du jury et le ministère de la fonction publique. Il y a autant de mécanismes de disposition qui sont prises justement pour éviter la corruption. Et je peux vous dire que depuis qu'on a mis en place ces mécanismes de sécurisation, nous avons pu constater qu'on avait réduit sensiblement la corruption dans les concours. On ne peut pas se hasarder de dire qu'il n'y a plus de fraude ou de corruption. Mais ce que nous sommes quand même à peu près sûrs, c'est qu'on a réduit. On a réduit donc ce phénomène de fraude dans le cadre de la corruption. Quels ont été les indicateurs qui nous a permis quand même de savoir ça? C'est qu'avant la mise en place du système, on a constaté un certain nombre de doléances. On a constaté un certain nombre de doléances sur les fraudes dans les concours administratifs. Mais plus tard, lorsque ce mécanisme de sécurisation a pu être affiné, on n'a presque plus de doléances au niveau du Bianco. Mais vous opérez plus le durant, mais l'avant et l'après. Parce que là, on entend beaucoup de choses. Oui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est ce qu'ils disent sont tout frais. Récemment, lorsqu'on est passé faire un rapport devant l'Assemblée nationale, 2 députés ont évoqué et nous a même félicité que lui-même, il avait une nièce qui avait passé le concours, qui n'a rien payé, mais qui a été reçue au concours de la magistrature. Ce n'était pas assez évident avant. Mais maintenant, donc, c'est vraiment une possibilité pour toute personne qui participe à un concours d'être admis. Et ce n'est pas seulement un seul député qui nous a félicité dans ce sens, mais il y avait 2 députés de ceux qui étaient présents parce qu'ils n'étaient pas aussi nombreux ce jour-là. Donc c'est pour ça que peut-être il n'y avait que 2 qui nous ont félicités et qui avaient donc donné vraiment un exemple concret. Que c'est un enfant qui n'était pas issu d'une famille aisée, mais quand même... La chance pour tous. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais on essaie quand même d'améliorer ces mécanismes parce qu'à mesure qu'on trouve des parades,
les fraudeurs aussi essaient de contourner ces parades par d'autres mécanismes. Donc, en fait, c'est comme là, les policiers et le voleur. C'est toujours donc un travail perpétuel d'imagination perpétuelle. Lorsque il y a une faille qu'on a pu déceler lors de la dernière concours, si on s'est aperçu quand même qu'il y a quand même un candidat qui a été admis mais qui paraît suspect. Lorsque on soupçonne donc cette imperfection, on essaie de trouver la parade pour que cette opportunité ne puisse plus se faire au prochain concours. Lutte anticorruption, longue haleine, c'est tout un système qu'il faudrait rééduquer aussi quelque part quand même. Tout à fait. C'est vraiment un problème de mentalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment un mécanisme, un système, même s'il n'est pas encore parfait, mais qui devrait nous permettre de combattre efficacement la corruption. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? Parce que il y a cette volonté politique, il y a cette mentalité, non seulement pas des dirigeants, mais aussi de la population. Donc, plusieurs fois, vous avez été secoué d'ailleurs, autant par le simple citoyen que par l'État aussi quand même. Tout à fait. Ouais. Donc il y a un mécanisme d'éducation qu'il faut faire, qu'il faut changer de mentalité, mais il faut aussi impliquer tout le monde dans la lutte contre la corruption. Parce qu'on a tendance lorsqu'on parle de corruption, de la lutte contre la corruption, on a tendance à voir que le Bianco. Qu'est-ce qu'il fait le Bianco? Où est le Bianco? Mais ce n'est pas le problème seulement du Bianco. Ce n'est pas le problème de l'État seulement. C'est le problème de tous les Malgaches. Il faut que tous les Malgaches participent à la lutte contre la corruption. Et c'est la raison pour laquelle on a donc prévu cette stratégie sectorielle dans la nouvelle loi qui devrait impliquer toutes les autorités, tout le monde dans la lutte contre la corruption. Je vous prends un exemple. Il y a un jour où j'ai pu constater dans notre page Facebook un policier qui a été pris en photo en train de recevoir de la corruption d'un chauffeur d'un taxi B. C'était vraiment évident. Et il y avait un commentaire qui est écrit dessus: où est le Bianco? Est-ce que le Bianco sert encore à quelque chose par rapport à l'image? Et peut-être que ce n'est pas vraiment la question qu'on devrait poser, mais moi je pense qu'il faut poser la question: où est le supérieur de ce fonctionnaire? Parce que ce fonctionnaire qui pratique la corruption a un supérieur. Donc, où est le supérieur de ce fonctionnaire? Parce que si on demande que le Bianco soit là pour constater ça, le Bianco ne dispose que de 180 personnels dans tout Madagascar. Donc, sur 6 provinces, une province ne dispose que de 30 personnes qui sont chargés de ce que je viens de vous mentionner, de l'application de la loi, de l'éducation, de la prévention, de l'administration. Donc, on n'a pas suffisamment d'éléments. Et ça veut dire qu'il faudrait peut-être revoir aussi le système de communication à l'endroit du citoyen, alors? Tout à fait. Il faut que tout le monde participe à cette éducation de masse, que tout le monde participe à la lutte contre la corruption, à prendre sa responsabilité, d'abord en tant qu'autorité responsable d'un secteur public, pour lutter, mettre en place un mécanisme de défense, de sanction même, si c'est nécessaire. Mais on ne devrait pas attendre le Bianco pour sanctionner. Mais on peut déjà sanctionner au niveau de chaque secteur public. Donc, il faut donc cette implication. Et là, je trouve le moment opportun de dire à tous les Malgaches que la lutte contre la corruption n'est pas le seul apanage du Bianco, n'est pas le seul apanage de tous les acteurs du système anticorruption. C'est toute la population qui devront faire face. Déjà, si toute la population refuse la corruption, donc déjà, on peut dire qu'on va résoudre en partie le problème. Mais si chaque citoyen aussi dénonce des personnes qui le pratiquent au sein de sa structure, donc je pense qu'on va évoluer très vite dans ce sens. Dans les 2 petites dernières minutes qui nous restent, là, l'émission Barreau s'adresse à M. Jean-Louis Ndiobsidi. Oui. En soi, c'est vrai, vous êtes le patron du Bianco, mais vous êtes aussi magistrat quand même. Est-ce que ça vous sert, la maîtrise de la loi, par rapport à votre métier de patron de Bianco? Oui, tout à fait. Je crois que c'est un des éléments nécessaires pour assumer pleinement donc ce rôle.
Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Bianco n'applique pas seulement la loi. Le Bianco est là pour prévenir. Le Bianco est là pour éduquer. Donc, il y a aussi d'autres qualités qui sont tout aussi importantes. Vous avez été secoué plusieurs fois? En fait... perturbé? Menacé? En fait, je peux rien vous dire dans ce sens, mais écoutez, c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. C'est un métier où il faut vraiment une très forte personnalité, du courage, de la persévérance, surtout parce qu'il y a quelques fois où on est vraiment... Ça vous est arrivé de baisser les bras, de dire je n'en peux plus? Tout à fait, ça vous arrive quelquefois de se sentir très très seul. Et puis finalement, je vous dis qu'il y a autant de qualités qu'il faut pour assumer cette fonction. Écoutez, chers auditeurs, c'était l'embarras de M. Jean-Louis James Fitt, le directeur général du Bianco. Merci. Merci.